Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des bonnes nouvelles du féminisme. En ce mois de novembre, il s'est passé tellement de choses que j'ai eu du mal à choisir quelles étaient les bonnes nouvelles que j'allais vous présenter. Mais j'en ai sélectionné 5 et on part tout de suite pour l'Australie. En Australie où les footballeuses australiennes viennent d'obtenir une victoire. Peut-être avez-vous comme moi vibré cet été devant les matchs des équipes féminines de football devant la Coupe du Monde. Si les Américaines sont reparties avec le trophée, les Australiennes viennent quant à elles de remporter une victoire concernant l'égalité salariale. La Fédération australienne de football et l'Union des professionnels du football d'Australie sont parvenus à un accord selon lequel les équipes masculines et féminines recevront sans distinction 24% des revenus générés par les sélections nationales. Des revenus qui sont issus par exemple des droits TV, de la vente des maillots ou de billets. Selon le directeur de la Fédération australienne de foot, c'est le choix des Socceroos, l'équipe masculine, de partager les revenus avec leurs homologues féminines, les Matildas. Elise Kellogg-Knight, l'une des joueuses, a considéré que c'est un peu ce dont elles ont toujours rêvé en tant que professionnelles de football. L'accord, qui est qualifié d'unique dans le monde du football, pourrait à terme servir d'exemple pour d'autres fédérations. Même s'il reste encore un gros boulot à faire côté FIFA, qui attribue toujours des montants vraiment différents aux vainqueurs de la Coupe du Monde féminine par rapport aux vainqueurs de la Coupe du Monde masculine. Deuxième étape en Allemagne cette fois-ci. Il y a 2 ans, Nana Joséphine Roloff et Yosemine Kotra ont lancé une pétition pour dénoncer la taxation des produits de menstruation à hauteur de 19%, c'est-à-dire comme des biens de luxe. Elles revendiquaient la nécessité de faire passer les tampons, serviettes, cups et autres produits menstruels dans la catégorie des biens de première nécessité. Des biens taxés à seulement 7% et qui contiennent par exemple des fleurs coupées, des pommes de terre ou encore des sculptures de décoration. Leur pétition a eu un certain succès et elles se sont même alliées avec d'autres personnes qui avaient eu la même idée comme Penelope Kemenidou. La campagne a aussi été marquée par une action choc, l'envoi d'un livre qui contenait une quinzaine de tampons à des parlementaires pour leur faire prendre conscience de la différence de taxation entre ces deux produits. Et ces dernières semaines, tout s'est accéléré. Début octobre, elles sont contactées par le vice-chancelier et ministre des Finances allemand, Olaf Scholz. Très vite, la baisse de cette taxe tampon est mise à l'agenda de la loi sur le budget 2020 et le 7 novembre dernier, elle est votée. Olaf Scholz a par ailleurs assuré aux deux militantes que tout cela ne se serait probablement pas produit si elles n'avaient pas fait campagne en ce sens. C'est donc en grande partie grâce à elle que dès le 1er janvier 2020, les tampons et les serviettes ne seront plus taxés à 19% mais bien à 7%. Et cette fois-ci, on croise les doigts pour que les marques n'en profitent pas pour augmenter leurs marges. On vous voit. Troisième bonne nouvelle, et on s'envole pour les États-Unis où une fillette de 6 ans seulement est à l'origine d'une petite révolution pour la représentation des femmes au sein de l'armée. Oui, ça peut paraître un peu étrange, mais en réalité c'est juste très culotté. Donc Vivian Lord, 6 ans, aimait beaucoup jouer avec les petits soldats de ses frères. Vous savez ceux qu'on voit dans Toy Story là ? Code Red, repeat. We are at Code Red. Recon Plan Charlie. Execute. Let's move. Un jour, elle a gagné ses propres soldats. Mais alors qu'elle s'amusait avec, elle s'est rendue compte d'une chose. Il n'y avait que des soldats garçons. Elle a donc posé la question à ses parents, pourquoi donc n'y a-t-il que des garçons ? Et sa mère lui a conseillé d'écrire directement aux entreprises qui les fabriquent. Voici donc ce que disait sa lettre. Je m'appelle Viviane, je joue au foot, j'ai 6 ans. Pourquoi vous ne faites pas des femmes soldates ? Une amie de ma mère est dans l'armée aussi. J'ai vu qu'il y en a des roses, mais ce ne sont pas des femmes et les soldats ne portent pas de roses. Et certaines filles n'aiment pas le rose. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire des soldates qui ressemblent à des femmes ? Je jouerai avec tous les jours et mes amis aussi. Merci, Viviane. Au départ, l'un des patrons de ces entreprises lui a simplement répondu, comme il l'avait d'ailleurs fait par le passé auprès d'une vétérane de l'armée américaine, que produire de nouveaux moules était très cher, mais que peut-être, un jour, qui sait, il le ferait. C'était sans compter sur l'emballement médiatique provoqué par la lettre de Viviane. À force d'être contacté par des médias pour répondre à des interviews, il a affirmé s'être rendu compte de son erreur. Et il a donc imaginé un set de 6 soldates. Pour financer leur production, il a donc lancé un crowdfunding le 14 novembre dernier qui a d'ores et déjà atteint et dépassé son objectif. Les soldates seront donc sur le marché dès l'année prochaine. Quatrième bonne nouvelle, on reste aux États-Unis et on continue de parler représentation, mais dans un tout autre domaine. Au cours du mois de novembre, le Musée d'art de Baltimore a annoncé son programme pour l'année 2020. Ces expositions seront intégralement dédiées à de l'art produit par des femmes, avec 13 expositions
compositions solo, mais aussi d'autres thématiques qui réuniront le travail de plusieurs artistes. Les galeries permanentes du musée devraient aussi être réorganisées pour rendre justice au travail de ces femmes. Et ce n'est pas un mal quand on sait que selon ArtNet News et In Other Words, seulement 14% des expositions réalisées dans 26 musées d'importance aux États-Unis au cours de la décennie écoulée présentaient des travaux de femmes. Quant aux acquisitions de nouvelles œuvres par ces mêmes musées sur la même période, seulement 11% avaient été réalisées par des femmes. Pour les femmes noires américaines, c'est encore pire, elles représentaient seulement 3,3% de ces œuvres. Pour remédier à cela, le musée d'art de Baltimore s'est donc engagé, outre le fait d'avoir créé une programmation exclusivement féminine, à n'acquérir en 2020 que des œuvres réalisées par des femmes. Encore un bon exemple à suivre pour améliorer la représentation des femmes dans le monde de l'art. 5e bonne nouvelle, retour en France, et je veux pour ça me pencher sur la thématique des violences sexistes et sexuelles qui a clairement été au cœur de l'actualité. Ça a démarré fort avec l'enquête de Mediapart et les déclarations d'Adèle Haenel qui accusent le réalisateur Christophe Rugia de lui avoir fait subir attouchement et harcèlement sexuel entre ses 12 et 15 ans. Et puis il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça en fait aussi que je parle, c'est parce que en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Peut-être que ça n'a pas l'air d'une bonne nouvelle, mais en réalité, les réactions suite à cette affaire en sont une. Notamment celle de la SRF, la Société des réalisateurs de films, qui a immédiatement pris acte de ces déclarations, sans les remettre en cause, et engagé une procédure contre Christophe Rugia, qui en est un des membres. Cette fois-ci, on ne questionne pas, on écoute, on entend, et franchement, ça fait du bien. Ça fait d'autant plus de bien que plus tard dans le mois, la SRF, avec d'autres organisations comme le collectif 50-50, a appelé à la tenue d'états généraux pour mettre en place des mesures afin de prévenir ce genre d'incidents et d'agressions de se reproduire. Des mesures comme la mise en place d'un référent sur les plateaux de tournage pour faire remonter ces dérives, ou encore la négociation avec les assureurs du cinéma pour que la question de l'argent et de la vérité ne soit pas en concurrence lorsqu'il s'agit pour des victimes de prendre la parole et de dénoncer de tels agissements. Et ce n'est pas tout sur le sujet des violences sexistes et sexuelles en France. Le 23 novembre dernier a eu lieu une marche historique puisqu'elle a réuni, selon les organisatrices, 150 000 personnes en France, 100 000 à Paris. C'est l'une des plus grosses manifestations féministes de l'histoire de France et ça montre qu'on est sur la bonne voie. Sachez aussi que 2 jours après, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour lutter contre les violences conjugales. Je ne vais pas revenir dessus en détail maintenant, puisque c'est long et mitigé comme bilan, mais j'ai fait un compte-rendu en détail qui est disponible sur mon compte Insta si ça t'intéresse. C'est tout pour le mois de novembre. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager toutes ces bonnes nouvelles, à répandre les bonnes ondes sur internet. Je compte sur vous. Et moi, je vous envoie de l'amour. Je vous retrouve à la fin de l'année.